Bien, écoutez, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous en arrivons à cette table ronde ce matin, une table ronde qui regroupe des représentants des organisations, de deux organisations patronales. Je suis heureux de les accueillir en votre nom et je les remercie de s'être libérés. Alors, pour tout d'abord le MEDEF, donc M. Dominique Chénaud, membre du comité de financement, et François Gonor, directeur de mission au pôle économie. Nous accueillons également pour l'U2P messieurs Laurent Munro, vice-président, et André-Paul Bahuan, président d'honneur de la compagnie des conseils et experts financiers. Nous avions naturellement invité la CPME, je vous l'indique, à participer donc à cette table ronde. Malheureusement, cette organisation n'a pas désigné de représentants à cette fin. Comme vous le savez, notre commission d'enquête a organisé la semaine dernière une table ronde avec plusieurs organisations syndicales. Nous avons souhaité aujourd'hui donner la parole aux organisations patronales pour leur permettre de partager avec nous leurs expériences des opérations de contrôle et de restructuration dans lesquelles peuvent intervenir des fonds d'investissement. La semaine dernière, l'action de ces fonds a fait l'objet de très vives critiques de la part des représentants syndicaux. Vous en connaissez certainement les motivations. Quelles analyses faites-vous de ces prises de position ? J'imagine que pour votre part, vous n'avez peut-être pas systématiquement la même appréciation. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les conditions d'une action réussie de ces fonds ? Les dispositions prudentielles en vigueur qui vous paraissent suffisantes pour assurer l'efficacité des mécanismes d'alerte. Ça peut être un thème. Enfin, le cadre légal actuel vous semble-t-il adéquat pour contrecarrer et réprimer les comportements de prédateurs qu'on décrit comme tels et qui ont pu être dénoncés, il me semble, à juste titre. Avant de vous laisser la parole, avez-vous des données internes ? C'est aussi une question que je me pose sur le nombre d'entreprises qui ont fait l'objet d'une prise de contrôle par les fonds d'investissement, par secteur d'activité et le cas échéant dans le secteur artisanal dont nous avons aujourd'hui des représentants. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire alors, de 15 minutes au maximum, qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Madame la rapporteure aura à cœur de vous interroger. Afin de pouvoir prendre un maximum de questions dans le temps imparti, donc je le dis à mes collègues, je leur rappelle qu'on s'oblige à une certaine concision, si c'est possible, et qu'on s'exprime dans une durée maximale qu'on a fixée à environ 1 minute et demie. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, madame, à lever successivement la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous cède désormais la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, pour bien fonctionner, il faut activer le micro et puis quand vous avez terminé votre intervention, vous rendez le micro. Merci. 1, 2, 3, oui. Bien. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés,
Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer de votre commission d'enquête. Les sujets que vous abordez sont des sujets importants, sensibles et légitimes. Qu'il s'agisse du financement de l'économie réelle, de l'avenir de nos capacités productives ou de la situation des entreprises en difficulté, les trois éléments regroupant exactement le même concept. Nos adhérents sont à 97% des TPE et des PME. Nous représentons aussi les ETI et les grandes entreprises qui sont implantées dans tous les territoires. Elles relèvent de tous les secteurs d'activité et c'est une diversité qui est essentielle, qui nous permet de porter une vision fondée sur des situations concrètes et vécues. Par ailleurs, à titre personnel, j'ai aussi des activités dans le monde de l'entreprise, à titre de conseil et à titre d'enseignant et de formateur en entreprise. Alors, nous comptons également parmi nos membres des fédérations auxquelles adhèrent les fonds qui participent au financement des entreprises. Mon propos, ce propos liminaire visera à expliquer notre compréhension de certains termes et nos convictions. Parce que l'explication, on n'a pas derrière les mots, on n'a pas forcément tous la même appréciation de ce qu'ils représentent. Donc mon propos portera sur les points suivants. L'environnement de financement, la notion d'incertitude, de risque et de besoin de fonds propres par rapport à la dette, la définition des fonds et, élément le plus important, si je puis dire, la nécessité d'approches spécifiques dans le respect du bien commun. Donc l'approche spécifique, c'est le 1, et dans le bien commun, c'est l'universel. Et je pense que toute la difficulté du législateur en cette matière, ça va être justement de faire la liaison entre ce 1 et cet universel. Donc le premier point sur l'environnement de financement. Le marché européen de la dette est intermédié pour 25% par les banques aux États-Unis, pour 65% environ en Europe. Donc la Commission européenne recommande que cette proportion en Europe se rapproche de ce qui existe aux États-Unis pour diverses raisons, dont j'en citerai rapidement deux. Il y a un problématique de liquidité et de réactivité. Les opérations de financement par des opérations de marché de dette ou d'equity sont évidemment souvent plus rapides à mettre en place sous contrainte des réglementations des marchés boursiers. Donc c'est plus rapide à mettre en place que les banques, point 1. Point 2, si les réglementations pour les fonds sont strictes au moins autant que les réglementations bancaires, il n'en reste quand même pas moins qu'en termes de ratio et de stabilité financière, les sujets des banques et des assurances sont plus prégnants que pour les fonds. Donc la part des intermédiaires, mon propos, relève des investisseurs institutionnels, des gérants d'actifs et parfois directement des entreprises pour ce qui concerne la dette. Et les gérants d'actifs, c'est évidemment au sens large les gérants d'actifs très réglementés et ceux qui le sont moins. Donc les régulations bancaires sont aujourd'hui nombreuses et exigeantes. On peut le déplorer, on peut s'en féliciter. L'expérience montre que depuis 2012, on n'a pas eu d'accident majeur, d'une part. D'autre part, l'expérience montre aussi qu'en Europe, des accidents bancaires n'ont pas fait l'objet, ou très très peu, de refinancement par de l'argent public, ce qui était l'objectif des réglementations de Bâle III. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu quelques refinancements à caractère public, et après des opérations de rachat de banques dans des conditions qui étaient éventuellement relativement peu transparentes, parce qu'il fallait faire vite. Je pense à la Silicon Valley Bank qui s'est effondrée en l'espace d'une semaine pour des problèmes de liquidité, plus que pour les problèmes de solvabilité, mais de liquidité. Et donc il était urgent de faire quelque chose très vite. Et JP Morgan s'est penché sur le sujet le vendredi, il le suivait depuis longtemps, le vendredi, et le lundi, l'affaire était bouclée pour $1, et en rachetant évidemment les dettes et les risques de la banque. Donc l'expérience montre après que ça s'est plutôt bien passé. Quelques déposants qui sont restés longtemps après l'évaluation ou la révélation de problèmes de liquidité. Certains de ces déposants ont perdu un peu d'argent, mais la majorité des gros déposants, eux, étaient partis avant. Et ce problème de liquidité est un vrai sujet. Alors ça peut être aussi un sujet parmi les fonds d'ailleurs, et les réglementations sont là pour le faire, mais les éléments de liquidité peuvent être un peu plus compliqués à élaborer. Voilà. Souvent, les investisseurs en fonds propres participent à la décision stratégique et à sa mise en œuvre, ce qui est aussi un des avantages pour des fonds. Une banque ne peut pas le faire, ou très très difficilement,
car il y a des éléments prudentiels qui lui coûtent une fortune. Pour le faire, sans rentrer trop dans le détail, lorsqu'une banque veut acheter 1 euro d'action, il faut qu'elle ait environ 1,2 euro de capital en face. Et donc, une rentabilité de X sur les actions, ça fait une rentabilité de 0,8X sur le capital. Donc on a un sujet. Et il y a des vraies raisons fondamentales de stabilité financière, de stabilité bancaire derrière. Mais c'est un fait objectif et c'est un élément évidemment qui ne berce pas la rentabilité du fonds. Par ailleurs, une banque qui voudrait entrer dans le capital d'une société voudrait aussi participer à son financement par dette, que ce soit de la dette courte pour des problèmes de liquidité ou de la dette moyen terme pour du développement. Et une des difficultés qui apparaît à ce moment-là, c'est que en cas de difficulté pérenne, voire de situation de procédure collective ou même dans la période encore amiable, eh bien la banque pourrait être recherchée comme ayant caché quelques informations, ayant fait du soutien qui dure trop longtemps, ce qui n'est évidemment pas le cas des fonds. Donc il y a un bon nombre d'éléments qui font que pour les financements fonds propres pour les banques, c'est un peu plus compliqué en Europe. En France, tout au moins. En Europe, on y reviendra si vous voulez. Le deuxième élément de mon propos, je me tourne vers François pour qu'il me convainque que j'approche des 12 minutes. Ma deuxième partie de mon propos concerne le concept de risque et d'incertitude. Je n'ai surtout pas le souhait de vous expliquer la différence entre les deux, mais en matière de finance, le sujet est que le propre du risque, c'est que c'est un élément quantifiable et probabilisable. Le propre de l'incertitude, c'est que justement, on n'est pas capable de le faire. Donc, pour vous donner quelques exemples, si on reprend en termes de nature, le risque est un événement identifiable. L'incertitude est un événement inconnu. En termes de probabilité, on a un processus de gestion des risques évaluable. Pour l'incertitude, c'est difficile. L'impact peut être quantifié. Pour une incertitude, c'est difficile, voire impossible. En matière de prévention, des mesures préventives peuvent être mises en place, des préventions limitées ou inexistantes en ce qui concerne l'incertitude. Et donc, on a chez des banques, par exemple, les entreprises, des systèmes de contrôle interne et d'audit interne avec des procédures qui sont parfaitement répertoriées. Nos collègues de l'Association de management des risques, les gens de la CPR, les gens de l'Autorité des marchés financiers font ça très bien, mais sont aussi conscients de ces limites que je viens de vous évoquer. Donc, vous pouvez avoir tout état de procédures qui vont bien. Un moment, on doit se poser la question du qu'est-ce qui se passe si, le fameux what if en bon anglais, et sur le what if, on ne peut pas être exhaustif. Alors, comme c'est l'époque de l'IA, on va dire qu'on peut toujours tout modéliser. L'expérience montre que le comportement humain multifactoriel n'est pas si facilement mobilisable que ça. Donc, opposer dette et fonds propres, ce serait une erreur. C'est d'ailleurs ici que se situe une partie de votre questionnement, et ce sont des questions importantes. Ma conviction est que dette et fonds propres sont évidemment complémentaires et ne doivent pas être considérés différemment. Je reviendrai, si vous avez dans vos questions, sur ces éléments d'optimisation, de répartition le plus vertueux possible entre dette et fonds propres, et sans en tirer d'enseignement général. Alors, mon troisième partie de mon propos concernait les fonds. Vous parlez des fonds spéculatifs. Alors, sur les fonds spéculatifs, je sais que c'est un terme qui est très très malvenu, qui est relativement mal perçu. Alors, je voudrais parler rapidement sur un plan étymologique de spéculatif. Spéculatif, ça vient du mont miroir, donc du spéculum. Et le mont miroir, c'était dans l'Égypte antique, le grand prêtre et le pharaon qui rapprochaient les deux demi-miroirs, regardaient le ciel et avec ces rapprochements, ils pouvaient essayer de prédire. Bon. Et donc, dans le terme de spéculatif, c'est exactement la même chose. Un fonds spéculatif. Tout investisseur qui prend un pari sur l'avenir est étymologiquement spéculatif. Bon. Le sujet, et c'est pour ça que vous avez rajouté ce terme, le sujet qui, à mon sens, doit nous occuper, c'est un fonds, encore une fois, spéculatif pour des raisons fondamentales d'investissement, un fonds spéculatif prédateur. Donc, il faudra se poser la question de qu'est-ce que c'est que la prédation. On va essayer d'y revenir. Alors, dans la prédation, j'ai repris une définition.
C'est un comportement nuisible d'un individu ou d'un groupe envers autrui ou l'environnement. Donc, ce sont l'environnement économique ou l'environnement global du monde, caractérisé par une exploitation abusive. Donc, un comportement nuisible, on a le caractère nuisible. Vous sentez bien que dans le mot nuisible, on n'est pas dans la quantification, on est dans la qualification. J'insiste là-dessus parce que c'est un des éléments de débat, hein, encore une fois, pour ne pas essentialiser le débat. Et puis, exploitation abusive, est-ce qu'on est abusif dans un cadre législatif et dans un cadre réglementaire? Est-ce qu'on peut être abusif dans un environnement comportemental? Je tendance à dire un environnement éthique au sens où l'éthique commence quand la morale s'arrête, et la morale commence peut-être avant la législation ou avant la réglementation, mais au moins après la législation et la réglementation. C'est un sujet. Donc, dans les fonds, hein, ils sont plus ou moins, ils ont tous une fonction. Vous avez, et ce sont des fonds, c'est un fonds spéculatif, l'OPCVM, l'organisme de placement collectif à valeur mobilière accessible au grand public, c'est un fonds. Un OPCVM, un fonds en euros. Un fonds en euros, c'est aussi un fonds. C'est un fonds spéculatif puisqu'un fonds en euros, il est rémunéré par un intérêt, et l'intérêt rémunère à la fois un risque et rémunère du temps. Donc, si on a le temps, ce qui n'est pas sûr, mais on pourra regarder un peu ce que c'est que la légitimité de la rémunération du temps. Hein, c'est un problème. Dans certaines cultures, la rémunération du temps, ça se rapproche de l'enrichissement sans cause. Et donc, il faut absolument qu'il y ait de la création de valeur, plus que simplement de la rémunération du temps. On pourrait venir si vous voulez, mais ça me semble aussi un élément important. Les fonds de capital investissement, les fonds de capital risque, les fonds de retournement, les fonds d'investissement alternatif, le FIA, c'est aussi un fonds qui est utile et qui est plus pour le grand public fortuné, mais pour le grand public. Les fonds de dette et les fonds d'infrastructure qui sont souvent en dette, et puis aussi en dette les fonds de LBO et les fonds de MBO, qu'elle en viendra. Et puis un dernier pour la route qui est le fonds souverain, puisque en matière de prédation, et je ne citerai pas d'exemple, mais on le sait tous, en matière de fonds souverains, il y a des fonds souverains qui ne sont pas forcément favorables à l'économie dans laquelle ils investissent. Les hedge funds. Alors, les hedge funds aussi, on en parle beaucoup, et François me dit qu'il me reste 3 minutes, je vais tenir dans les 3 minutes. Dans les hedge funds, vous avez 43 000 sortes de hedge funds différents. Vous avez des hedge funds qui sont pour des particuliers, vous avez des hedge funds qui fonctionnent avec des effets de levier, vous avez des hedge funds qui sont spécialisés dans des certificats de crédit ou d'assurance crédit, vous avez des hedge funds sur des obligations, sur du change, etc. Et puis, vous avez des hedge funds qui sont en action de grosses sociétés, et puis des hedge funds qui sont là aussi, qui ont vocation à gagner de l'argent, et en prenant des participations dans des sociétés. Et la différence par rapport aux autres fonds qu'on a donnés, c'est que la réglementation de ces hedge funds, elle est pour le moins plus souple que celle d'autres. Donc le propos n'est pas de dire ici les hedge funds sont tous prédateurs ou sont tous mauvais. En revanche, il n'est pas absurde de dire que la réglementation des hedge funds est un peu plus souple, et là on peut essayer d'y réfléchir. Alors un exemple quand même, dans l'exemple de Pierre et Vacances, Pierre et Vacances a été recapitalisé par un hedge fund. Pierre et Vacances et Center Park qui était une situation qui était très compliquée, et depuis 2024-2025, ils ont repris beaucoup de valeur. Donc mon dernier point dans la dernière minute, j'avais déjà un peu défloré. Il n'existe pas une trajectoire type, un modèle unique, une règle générale applicable à toutes les entreprises sous LBO, sous capital, sous fonds de retournement. Certaines opérations se passent très bien, créent de l'emploi, d'autres échouent. Alors d'autres échouent parce que le marché est retourné, d'autres échouent parce que le business model était fragile, d'autres échouent parce que les investisseurs n'ont pas joué le jeu, d'autres échouent parce que les injonctions contradictoires d'intervention politique ou étatique gênent ce redressement, et puis d'autres échouent, comme dit Napoléon, parce que certains dirigeants n'ont pas de chance. Vous savez que Napoléon, quand il demandait avant de nommer un colonel général, il lui demandait s'il avait de la chance. Et s'il n'avait pas de chance, il n'était jamais général. C'est un sujet qui, en matière d'activité, est aussi un élément. Donc ce n'est pas l'outil de financement qu'il faut mettre en accusation, ce sont les mauvais comportements qu'il y en a, et puis voir de quelle façon la réglementation peut essayer d'orienter des financements vertueux pour la création de valeur. Et la création de valeur, c'est la création de l'entreprise, et donc c'est la création de l'emploi qui est le sujet qui nous occupe tous ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Allez-y.
Alors, il faut couper votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Merci. C'est bon. Bien, bonjour, mesdames, messieurs. Moi, je suis Laurent Munro, je suis vice-président de l'U2P et je suis chef d'entreprise artisanale. Loin de moi l'idée de vous faire un cours d'économie sur le financement. C'est pour ça que j'accompagne plutôt un expert financier qui est André-Paul Bahuan et auquel je vais laisser la parole juste après mon introduction pour ce qui est de la technique. Moi, je suis en effet artisan et président d'une organisation patronale qui est confrontée à ce que vous avez appelé la prédation des fonds d'investissement. Donc du coup, c'est ce côté-là que je vais décrire. D'abord, vous dire que l'U2P, bien sûr, représente les entreprises de proximité, 3,7 millions d'entreprises qui sont des entreprises du bâtiment, des entreprises de l'alimentaire, des entreprises des secteurs des services et de la fabrication, et puis des professions libérales qui sont beaucoup concernées par le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Vous le savez, les entreprises artisanales et professions libérales sont un peu en souffrance actuellement sujet à l'instabilité actuelle économique et politique, on peut le dire, et puis elles sont donc plus sujettes à voir des solutions qui leur sont proposées. Nous, ce qui nous semble important, c'est de rappeler quels secteurs dans l'économie de proximité sont touchés par l'intervention des fonds d'investissement. Ce sont depuis déjà une quinzaine d'années les biologistes, les laboratoires d'analyse médicale, les radiologues, les vétérinaires, les prothésistes dentaires que je suis, puisque depuis peu nous sommes vraiment sujets à cela, et aussi les experts comptables, les architectes, les géomètres, les experts en assurance, les ophtalmologues. Donc toutes ces professions qui sont sujets à concentration dans leur métier et dont les fonds d'investissement viennent intervenir, et souvent sur des professions, vous l'avez remarqué, qui sont quelquefois partiellement financées par la sécurité sociale, et donc bien sûr qui doit nous préoccuper. À noter que nos activités sont souvent délocalisables et donc sont à l'abri des démarches prédatrices, comme vous dites, mais plus l'activité devient industrialisable, quelle qu'elle soit, et bien plus le risque augmente d'être acheté par un fonds. Dans les questions que vous avez posées, vous avez dit pourquoi les entreprises font appel à des fonds. Ce ne sera pas le sens de la réponse pour moi, pour ce qui est des entreprises de proximité, parce que c'est plutôt les fonds qui viennent intervenir et qui viennent racheter les entreprises, et non pas l'entreprise qui va vers un fonds pour être financée. Donc c'est peut-être une grosse différence dans ce qui peut intervenir entre les catégories d'entreprises. Donc il faut bien faire attention à ça. Et forcément, c'est quelque chose qu'on doit faire, auquel on doit être attentif. Le premier message qu'on voudrait dire, c'est qu'il y a une prise de conscience des professions libérales réglementées de la nécessité de garantir les règles et l'éthique de l'exercice de leur métier. C'est ce qui s'est notamment passé pour les vétérinaires, et peut-être que André-Paul pourra décrire ça plus précisément par la suite. Mais on le voit bien, c'est quand même des professions qui sont réglementées, en direct avec le public, avec qui font partie d'une économie sociale, et donc où il faut revoir un peu quelquefois les règles. Il n'est pas question pour nous de se fermer la porte aux fonds d'investissement, mais il faut que dans les professions de santé, les ordres jouent leur rôle qui garantissent les règles et les conditions d'exercice du métier. Parce que souvent, on voit des dérives dans l'exercice du métier. Je ne vais pas citer ce qui se passe dans ma profession, mais par exemple, on a vu ce qui s'est passé avec les cabinets dentaires low cost qui se sont installés avec l'appui des fonds d'investissement. Et souvent,
il y a des choix thérapeutiques qui sont faits. C'est-à-dire qu'on exerce sur une partie de l'activité et pas une autre parce qu'elle n'est pas rentable ou moins rentable. Donc, il faut qu'on fasse bien attention à ça. Et il faut différencier les fonds éthiques dont la vocation est de renforcer les capitaux propres des autres fonds et des fonds d'investissement en faveur de l'économie de proximité. Et il faudra voir si c'est concevable justement à ce niveau-là pour nous. Le deuxième message, c'est certainement que pour nous avons une problématique de transmission des entreprises de proximité. Il y a 310 000 entreprises de proximité qui vont être à transmettre dans les années qui viennent. Et on se posait la question, est-ce que les fonds d'investissement peuvent être une solution à ces transmissions ? Et notre réflexion nous pousse à répondre que ce n'est certainement pas la réponse efficace sur ce sujet-là, alors qu'il y a un grand besoin derrière, et on verra ce qui peut en résider. Et puis, les entreprises sont toujours confrontées, enfin les entreprises de proximité, les petites entreprises en général, sont toujours confrontées à des difficultés de financement parce qu'il y a des difficultés à avoir du concours bancaire, à avoir d'autres choses, à avoir des prêts, surtout en ce moment. Et ma question serait quel est le rôle de la BPI dans cette... Oui, merci d'acquiescer. Mais quel est le rôle de la BPI ? C'est quand même la Banque publique d'investissement et on regrette qu'elle ne s'occupe pas plus des petites entreprises. Madame Trouvé, c'est de quoi je parle, je vais exposer ce sujet. Et donc, vraiment, il faut qu'on soit conscient de la problématique. Si je peux me permettre d'évoquer ma profession, puisque je suis prothésiste dentaire, depuis quelques années, nous sommes justement... non pas attaqués, mais sujets aux fonds d'investissement, c'est-à-dire que des fonds d'investissement, qu'ils soient espagnols, chinois, un seul français sur 4 fonds qui sont très agressifs en ce moment, rachètent des laboratoires. Mes collègues qui vendent leur laboratoire de prothèses dentaires sont très heureux parce que leurs laboratoires, souvent, c'est des laboratoires un peu plus importants. Et quand on est une entreprise artisanale, c'est pas forcément facile de transmettre, justement parce que des jeunes ou autres ne peuvent pas forcément racheter les entreprises à leur valeur. Du coup, les fonds d'investissement profitent un peu de ça et rachètent à un prix qui n'aurait jamais été atteint par le vendeur, si je puis dire. En plus, à leur assurant, quelquefois, bon, on connaît les techniques, mais André Paul les décrira plus. C'est-à-dire qu'on garde pendant quelque temps le chef d'entreprise à l'intérieur pour qu'il continue à pérenniser l'entreprise pendant 3 ans, 5 ans, ça dépend des cas. Et puis, on regroupe plusieurs laboratoires. C'est généralement des entreprises de proximité, donc c'est des entreprises de 20, 30, 50 salariés. Et on concentre, et puis au fur et à mesure des années, on emmène tout ça ailleurs et on fait des centres de production. Et ce qui nous inquiète, par exemple, c'est que quasiment tous ces fonds d'investissement sont aussi propriétaires de laboratoires d'importation chinois. Et il y a même un fonds chinois. Et donc, ils rachètent des laboratoires en France, ils mettent une estampille laboratoire français, made in France, jusqu'à temps qu'ils décident de revendre le fonds d'investissement ou autre, et on ne sait pas où ça va partir. Donc pour moi, il y a un vrai risque de déstabilisation d'une profession qui est la mienne et de souveraineté, j'aime bien prononcer ce mot, de souveraineté de notre capacité française à apporter des services et des fabrications derrière. Donc je crois qu'on est vraiment dans le sujet. Pour vous citer quelque chose de pragmatique, et je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout un spécialiste des fonds d'investissement ou un expert financier, et je laisse la parole à André Paul pour continuer cette première prise de parole. Merci, bonjour mesdames et messieurs, merci Monsieur le Président de me laisser la parole. Bon, simplement, évidemment, l'intervention de Dominique Chéneau était extrêmement intéressante à replacer évidemment en macroéconomie l'ensemble des éléments. C'est vrai que
il y a une grande nuance sur l'intervention des fonds d'investissement entre les grandes entreprises et les TPE, représentées particulièrement par l'UDP. Premier constat, s'il y a une intervention des fonds dans ces TPE, c'est souvent qu'elles sont sous-capitalisées. Et la problématique en France, c'est que la petite entreprise n'a jamais eu, ou très peu, de mesures incitatives pour constituer des fonds propres qui soient à la hauteur de ce que devrait être ceux-ci pour garantir à la fois un investissement industriel, mais aussi un investissement incorporel, quels que soient les métiers. Et ça, c'est un point d'ancrage important. La sous-capitalisation permet de la prédation. Il faut réfléchir vraisemblablement à ces éléments-là. Les TPE, les PME, et je veux dire vraiment la petite entreprise, en fait, fonctionnent essentiellement sur du financement direct bancaire. C'est clairement les éléments, et les banques n'ont pas à rougir du travail qu'elles réalisent auprès des TPE et des petites entreprises. Par contre, Dominique Chéneau le rappelait très bien tout à l'heure, les banques sont soumises à une réglementation extrêmement forte, dite BAL 2, et encore, on a la chance de ne pas avoir eu BAL 3, dite BAL 2, qui amène un certain nombre de ratios de fonctionnement qui sont basés notamment sur la mesure du risque, entre l'élasticité qui peut exister entre les capitaux propres et l'endettement. C'est-à-dire qu'on peut financer une entreprise que dès lors que ses capitaux propres sont relativement costauds et où que la rentabilité soit aussi d'une certaine ferveur, j'allais dire quelque part. J'ai beaucoup aimé la distinction tout à l'heure entre le risque et l'incertitude. La banque travaillant sur le risque et non pas sur l'incertitude permet d'adosser son taux de rémunération à ce risque, et ce risque est mesuré au moins par les deux éléments que je viens d'évoquer. Ensuite, les TPE et les PME ne recourent pas particulièrement, et le disait très bien Laurent Munro, au fond. En définitive, leurs modes de financement sont très classiques. Je viens de l'évoquer pour les banques, mais on pourrait revenir sur les investissements par rapport à la notion de crédit bail, par rapport à la location de longue durée, qui sont des modes de financement très directs qui permettent de conforter en définitive la situation financière de la PE, de la TPE, et d'assurer son activité. On peut donc se dire qu'aujourd'hui, l'APE, la TPE subit plus l'intervention des fonds qu'elle ne la demande. Et les exemples, notamment sur les professions libérales, j'espère qu'on pourra y revenir tout à l'heure, quelque chose d'important, puisque, en définitive, les fonds qui interviennent viennent, soi-disant, dans un élément de bonification des secteurs, de consolidation des secteurs. Et là, on doit avoir une attention particulière, c'est qu'ils attaquent dès lors que l'acte du professionnel libéral devient industriel et sans valeur. À partir du moment où il est industriel et sans valeur, ce que va faire le fonds, c'est consolider un secteur, rechercher les marges pour augmenter sa capacité bénéficiaire, c'est-à-dire jouer sur le levier de l'emploi, jouer sur le levier des synergies de coûts, voire de réduction de coûts, pour augmenter la rentabilité des éléments qui auront été synergés, des entités qui auront été synergées. Donc là, il y a cette forme de prédation évoquée tout à l'heure par Dominique Chéneau, et la causalité et le lien de causalité devient un élément important de ce point de vue pour l'intervention des fonds d'investissement qui, pour le coup, deviennent des fonds prédateurs. Je m'arrêterai là et je vous remercie de m'avoir entendu dans cette phase introductive de façon à ce que nous puissions ouvrir le débat et répondre à vos questions. Je vous remercie. On voit bien donc on constate la problématique. Alors face à finalement une situation qui semble un phénomène croissant, un phénomène que vous avez bien reconnu, vous avez admis. Donc ce rôle croissant des fonds d'investissement dans la reprise et la restructuration des entreprises, ce qui nous intéresse.
Et s'agissant, alors je m'adresserai plutôt pour les secteurs industriels, est-ce que, façon de rebondir et de relancer le débat, sur les secteurs industriels et stratégiques, comme celui de la défense et du médicament, est-ce que, quelle appréciation finalement vous portez? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent d'évaluer, de faire de la vraie évaluation, et cela sur un temps entre 5, par exemple 5 et 10 ans. La performance économique et sociale des entreprises qui sont reprises par des fonds et par rapport à celles reprises, j'allais dire, pour le secteur industriel. Est-ce que là, ça peut être intéressant d'avoir une expertise de votre part? Et puis, je voudrais aussi vous interroger sur le fait, est-ce que vous seriez favorable à un renforcement des contreparties sociales, au sens large, industrielles, territoriales peut-être, associées aux aides publiques lorsqu'il y a aide publique, lorsque des aides publiques sont accordées lors de reprises d'entreprises en difficulté. Et puis, quel rôle concret? Ça, je pense que c'est une vraie question aussi. Les organisations patronales peuvent-elles jouer pour promouvoir des pratiques de reprise responsables et prévenir les dérives que certaines situations ont pu révéler? Merci, Monsieur le Président, pour ces questions. Pour une première question, on couvre à peu près toute la problématique. Donc, j'essaie d'y répondre par morceaux et il y aura probablement d'autres questions pour préciser le propos. Premier élément, vous avez posé votre question sur les restructurations. Je ne suis pas sûr qu'il faille s'en tenir uniquement à ça. Dans les fonds, il y a des fonds de restructuration. Il y a des fonds de retournement, ce qui n'est pas forcément la même chose que la restructuration, et ce n'est pas la même approche. Le niveau de difficulté n'est pas le même. Dans un cas, on peut avoir un fonds de retournement parce que le modèle économique ne va pas bien. On peut avoir un fonds de restructuration parce que le problème de liquidité est un problème important, mais la solvabilité n'est pas à risque. Donc, quand on a un problème de liquidité, la réponse est une réponse plus en dette qu'en capital. En revanche, quand il y a un problème de solvabilité et de modèle économique, la dette doit venir après le capital. Donc ça, c'est une approche. Et puis, la deuxième grande catégorie, c'est pour la partie développement. Et là, pour les fonds sont utiles pour financer des start-up, mais également pour des entreprises, pour des ETI, des PME et des ETI. Et qui sont non seulement en bonne santé, mais qui peuvent avoir des difficultés pour continuer de croître pour des tas de raisons. Vous savez que on dit toujours que le Mittelstand allemand est beaucoup plus capitalisé que le Mittelstand français. Là aussi, il y a de bonnes raisons, et il n'y a pas que des raisons économiques, il y a aussi des raisons culturelles de solidité. Il y a des raisons étymologiques. La dette, en allemand, c'est un mot c'est une vraie, ça frise de la dette morale, plus qu'autre chose. Donc, on peut le faire. Après, il y a la façon dont ça peut être capitalisé, mais on pourra en revenir sur l'élément répartition entre dette et fonds propres dans la valeur d'entreprise. Donc, je voulais faire ces deux éléments-là, ces deux différences. Deuxième point que vous évoquez, qui est savoir si on a des chiffres. Alors, nous avons retrouvé des chiffres de l'étude France Invest EY de décembre 2025, qui publié en décembre 2025, mais sur des chiffres 2024, et qui donne la chose suivante. Pardonnez l'énumération, il n'y a pas trop de chiffres. En 2024, 11 142 entreprises ont été accompagnées par le capital investissement français, dont 8 427 françaises, avec 76% de PME, 23% de TI et 1% de grandes entreprises, 34% étant des start-up. Donc vous voyez, on est parmi celles qui sont en difficulté, c'est une partie qui n'est pas majoritaire. L'étude réalisée par France Invest sur les entreprises accompagnées indique que leur chiffre d'affaires a progressé de 4,6% contre 1,3% pour les PME et 0,6% pour les ETI françaises.
Donc, sans prendre en compte l'effet des croissances externes, la hausse du chiffre d'affaires a été de 2,8%. Alors, on se rappelle, quand c'est le chiffre d'affaires, ça inclut la croissance de l'économie et puis la hausse des prix. Donc, dans cet environnement qui est autour de 4,6 contre 1,3, 1,3 pour les PME, c'est inférieur au taux de croissance de l'économie plus la hausse des prix. Donc, on a une croissance qui n'est pas positive. Pour des entreprises accompagnées qui est de 4,6, on est grosso modo à plus de 2,5 par rapport à la somme croissance plus impôt. Alors, plus de 2,5, vous pourrez nous dire tout ça pour ça. Oui, on pourrait le dire. On pourrait le dire. Donc le système, tel qu'il est là, il a déjà quelques vertus, on le voit, mais il y a probablement des réflexions à mener pour que ce soit encore plus vertueux. Et en matière d'emploi, ce qui est, alors savoir si en matière d'emploi, si j'aurais dû pas employer cet argument, ce premier élément, ou si c'est un élément qui est subséquent du développement des entreprises, chacun appréciera comme selon sa culture. Ces créations en 2024 de création d'emplois, ça a été 78 485 emplois supplémentaires. En différenciant avec les croissances externes, parce qu'évidemment, une croissance externe, ça fait c'est pas de véritable croissance nombre de salariés ex nihilo, mais la croissance de salariés ex nihilo, c'est 48 720 salariés. Là aussi, par rapport à 3 millions de chômeurs, là aussi, tout ça pour ça. Mais enfin, les 48 720 salariés, ça fait à peu près 50 000. Si on considère qu'il y a 4 personnes par salarié, ça fait quand même 200 000 personnes qui sont sorties de problématiques qui les empêchaient de dormir. Donc, rien que ça, c'est déjà bien. Et sur ces 48 720 salariés, il y en a eu 33 400 dans l'industrie. Donc là aussi, la France est considérée comme s'étant désindustrialisée depuis 25 ans, ce qui, les chiffres étant à considérer, c'est une réalité objective. Savoir si c'est bien ou si c'est mal, là aussi, beaucoup d'études ont été faites. Mais ce qui est important, c'est que dans ces investissements dont on parle, il y en a quand même presque les 3/4 qui ont été des créations d'emplois dans l'industrie, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Mais il y a des stratégies qui peuvent conduire à des restructurations, voire à des destructions d'emplois. Alors, dans des restructurations qui peuvent parfois être un peu difficiles, mais ça peut être difficile pour toutes les parties prenantes, mais aussi avec des destructions d'emplois. Alors, là aussi, dans les destructions d'emplois, c'est la fameuse destruction créatrice. On a l'habitude de parler de Schumpeter. Comme on est français, on va plutôt parler d'Aguillon. On est un peu dans ce cadre. Par moment, une destruction d'emplois temporaire permet d'avoir une création d'emplois dans les 4 ou 5 ans qui suivent supérieure à la destruction d'emplois. Et la question qu'il annonce dans cette théorie de l'innovation, c'est qu'est-ce que l'on fait de ceux qui temporairement ont effectivement perdu leur job. Idéalement, il faudrait que ceux qui ont perdu leur job puissent être formés de telle sorte qu'ils soient les premiers réembauchés par la suite. Et ça, c'est aussi un élément important. Voilà. Et puis, sur le rôle concret des organisations patronales, qui était votre dernière question, rôle concret des organisations patronales, le MEDEF a une vocation de représentation dans la parole publique, pour porter la parole publique, dans le débat public, mais également de création de réseaux. Bon, les chefs d'entreprise qu'ils soient d'entreprises importantes, de taille moyenne, voire d'artisans, de toute façon, à un moment, le chef d'entreprise, comme c'est lui qui décide, eh bien, il est seul face à lui. Quand il se rase le matin, il y a un moment, qu'est-ce qu'il doit faire ? Et comme les chefs d'entreprise en ce moment doivent beaucoup plus gérer de l'incertitude pour des raisons de volatilité diverses et variées, l'incertitude, vous allez avoir tout votre comité exécutif qui va vous faire les indicateurs clés de performance, qui va vous faire des simulations et des choses comme ça, on ne va jamais y arriver. Et si on veut essayer au chef d'entreprise de piloter la valeur, il va entrer dans des logiques d'évaluation de scénarios comme font certains évaluateurs dans des fonds. Et si on fait des évaluations de scénarios avec 10 000 données, ben après on va faire quoi ? On va faire un écart type. On va essayer de prendre une décision qui va nous mettre au milieu d'écart type, plutôt d'un côté avec plus de risques. Voilà, c'est un sujet. Donc c'est une organisation patronale et doit permettre aux chefs d'entreprise qui sont seuls de pouvoir discuter et de savoir exactement comment pouvoir être formés, et éventuellement que ce soit un guichet qui puisse orienter vers tel et tel type de compétences quand toutes les entreprises ne sont pas à Paris.
Évidemment, 87% des membres du MEDES sont des PME et des ETI. Donc les PME et les ETI sont plutôt en région. Et en région, moi, je suis dans un territoire qui est pas, à la campagne, qui n'est pas forcément hyper favorisé. Et avec ce que je viens de dire, je ne veux pas dire de quel département il s'agit, mais je peux vous dire en les connaissant un peu que c'est assez compliqué. Et dans les prochaines élections, on a une commission développement économique et je peux vous dire que ça va être important, mais on ne sait pas bien comment s'y prendre. Je vous remercie. Merci. Autre intervention. Excusez-moi, juste pour apporter un complément sur l'action qu'on mène. On n'intervient pas, que ce soit localement ou à un niveau national, dans les opérations qui se passent. Donc on n'a pas cette entrée dedans. On a une connaissance comme chacun d'entre nous, par la presse ou par notre culture économique, et par les échanges qu'on peut avoir avec les dirigeants, mais à aucun moment on intervient comme conseil. Donc c'est difficile d'avoir une remontée qui nous permette de vous livrer une statistique, une approche quantifiée pour répondre à l'une de vos questions, et de rentrer si ce n'est par compétence ou par les remontées des experts, mais sur les variables qui peuvent intervenir dans les décisions cas par cas. Merci. Merci. Autre intervention. Oui. Oui. Juste en début de conversation pour dire que pour ce qui est des restructurations, nous, les fonds d'investissement, ils interviennent plutôt sur des entreprises en bonne santé. C'est pour ce qui est des entreprises de proximité et des entreprises libérales, c'est pas dans ces cas-là. Au contraire, ils font des analyses financières au départ pour voir quel est le BE et ce qu'ils vont pouvoir faire derrière en consolidant quelques entreprises ou quoi que ce soit. Donc on n'est pas sur la restructuration et l'utilisation du fonds pour ce qui est de la restructuration. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas le fonds qui intervient, c'est plutôt le chef d'entreprise qui décide de vendre un fonds, quoi. Donc c'est exactement ça. Quant à l'intervention des organisations patronales, pour ce qui est des professions libérales, mais André-Paul pourra le dire, c'est surtout dans les professions réglementées où les ordres peuvent intervenir sur ce qui est de l'ordre de réglementation ou du reste, et pas forcément l'organisation patronale en elle-même. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Notre rôle, c'est pas non plus de faire. Par contre, on peut faire de l'information, on peut essayer de guider, mais en aucun cas, on va intervenir auprès des entreprises directement ou du chef d'entreprise. Et ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, c'est vrai que pour ce qui est des entreprises de proximité, c'est en se rasant devant sa glace qu'on prend les meilleures décisions et on n'a pas de conseil exécutif qui va vous mettre des beaux tableaux pour vous dire ce qu'il va falloir faire. Donc, on est bien obligé de décider soi-même. Mais je laisse André-Paul parler plus techniquement. Oui, merci. Alors, il est difficile, et il a été évoqué par les interventions précédentes, d'établir des statistiques telles que vous le demandiez. Je crois qu'il y a un acteur qui pourrait le faire, c'est l'INSEE. Parce que tout le reste, et l'étude qu'on évoquait tout à l'heure, c'est du déclaratif. Et donc, ce n'est pas de l'analyse d'éléments courants qui peuvent exister. Et aujourd'hui, l'INSEE a une batterie d'informations extrêmement importante, notamment sur les remontées bilancielles et sur les remontées comment je dirais, liées à l'emploi ou au non-emploi, qui pourraient être tout à fait fléchées par rapport aux entreprises. Et là, la réponse pourrait être vraisemblablement fiabilisée. Si nous évoquons quelques exemples sur les modalités d'intervention des fonds d'investissement. Prenons celui du secteur de la biologie. On va revenir aux professions libérales parce que, franchement, c'est celui qui, dans les TPE-PME, est celui le plus caractéristique aujourd'hui d'intervention des fonds. Il y a 15 ans, un peu plus de 5000 laboratoires indépendants sur tout le territoire français. 5000. Aujourd'hui, après l'intervention des fonds d'investissement, un peu moins de 500. Un peu moins de 500. Avec 7-8 groupes à vocation
national qui génère pratiquement 70% de l'activité de biologie pharmaceutique en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on ne maîtrise pas dans un cadre territorial et dans des professions telles que les professions libérales, il n'est pas sûr qu'on crée de la valeur, mais il est sûr qu'on crée de la désertification. Et l'ancrage territorial, à ce moment-là, empêchera le redéveloppement de la réindustrialisation qu'on espère tous, et pour les raisons que l'on peut connaître aujourd'hui. Et quand on parle de plus en plus de la diagonale du vide, eh bien, il faut regarder comment cette désertification s'est réalisée. Si l'on prend d'autres éléments, mais on peut continuer sur celui-ci, ça veut dire qu'un certain nombre de plateaux techniques de la biologie ont disparu de France. Ils sont aujourd'hui travaillés pour des analyses très poussées sur des plateaux techniques qui sont à l'étranger. Je caricature un tout petit peu, mais c'est à s'interroger si l'argent du contribuable français, par ses cotisations de sécurité sociale, n'est pas en train de financer des systèmes économiques voisins, voire des fonds de pension américains ou australiens. C'est un point d'interrogation qu'on peut se poser. Ce qui veut dire que, par exemple, dans les professions libérales encore, aujourd'hui, une deuxième profession avait été visée par les fonds d'investissement, celui du secteur de la radiologie, où là aussi, une perte de prise de contact avec le public s'observait pour devenir un acte industriel. Qu'est-ce qu'il y a de plus industriel que de voir un patient rentrer dans un bloc de radiologie, ressortir, faire une analyse et pas commentée par un professionnel? S'il y a déconnexion de la valeur ajoutée vis-à-vis du patient, ça devient un acte industriel. Donc on est tenté, à partir de ce moment-là, de se dire tout est industriel, donc on peut rassembler. Il y a la réaction, elle n'est pas des organisations patronales, elle est de la part des praticiens eux-mêmes. Un syndicat s'est monté de jeunes praticiens qui aujourd'hui a comme mot d'ordre de ne pas collaborer avec des secteurs, des entreprises de radiologie qui ont des fonds d'investissement dans leur capital. Donc c'est une réaction de terrain en disant, nous, on veut conserver la maîtrise de notre acte et on veut conserver la valeur ajoutée vis-à-vis du patient. Encore une fois, peut-être un petit peu de manière caricaturale, certains praticiens médicaux pourraient vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans leur métier et sans qu'ils aient eu totalement mot à dire, participent, notamment par exemple dans les cliniques privées, eh bien, ils n'ont plus maîtrise de leur agenda, ils n'ont plus maîtrise de l'acte qu'ils peuvent commettre et sont obligés sur un certain nombre d'actes qui sont plus profitables, en définitive, d'une manière générale. Est-ce que c'est ce que l'on veut ou c'est ce que l'on ne veut pas? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi d'en apprécier l'augure, ni même la réalité au niveau territorial. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un problème. Alors, quelle réaction face à ça? La réaction, elle a commencé à émerger avec particulièrement les vétérinaires. Je crois que vous les avez reçus il n'y a pas très longtemps, et où les vétérinaires, face à une progression très sensible, particulièrement d'un groupe bien connu dans le monde canin ou félin, pour distribuer en même temps des produits extrêmement bons pour nos chers animaux de compagnie, ont investi de façon assez importante dans des structures vétérinaires. On peut se poser la question du conflit d'intérêts de ce point de vue-là, mais peu importe. Et là, l'Ordre des vétérinaires a réagi en disant il y a juste un dépassement qui se fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans véritablement ce que les ordres prévoient, c'est-à-dire celui de la santé sanitaire du territoire français. Et ils ont pris une décision courageuse, c'est-à-dire qu'ils ont radié de l'ordre un certain nombre de cabinets vétérinaires
qui étaient financés par des fonds et qui ne respectaient plus les règles édictées par l'ordre. Une négociation a été envisagée avec le ministère de l'Agriculture, dont ils dépendent. Il y a eu un consensus de trouver, mais désormais, l'ordre des vétérinaires, pour qu'une société ou un cabinet vétérinaire puisse exploiter, demande à revoir le pacte d'actionnaires, parce que c'est ça qui est extrêmement important dans l'intervention d'un fonds. Ce n'est pas les statuts de l'entreprise, ce n'est pas le mode de financement, c'est les conditions dans lesquelles sont réalisés ces investissements. Donc de revoir le pacte d'actionnaires pour poursuivre l'activité de vétérinaire, pour s'assurer de la bonne réalité des choses. En fait, c'est une forme de régulation. Et d'ailleurs, la DGE, dans DGE, la Direction Générale d'Entreprise, ministère de l'Économie et des Finances, a engagé un travail de réflexion depuis l'année dernière en direct avec les professions libérales, travail extrêmement important, qui remettent au cœur, en définitive, du système de financement, le fait qu'une régulation par les ordres peut intervenir, ou par les organisations professionnelles, peuvent intervenir de façon à ce que le patient, le client, l'usager soit protégé en tant qu'individu. C'est le 1 de Dominique Chéneau tout à l'heure par rapport au collectif financier évoqué. Je vous remercie. Dernière intervention. Voilà, mais il ne faut pas se tromper de micro. Voilà, c'est difficile. Non, c'est bon ? Juste peut-être une précision, parce qu'on partage tout ce qui avait été apporté, mais il ne faudrait pas qu'on arrive en fin de réflexion à se dire que le coupable de ça, c'est soit le dirigeant qui accepte la revente, parce que, comme dans toute l'espèce humaine, il peut y avoir des gens à pro-gain et qui n'ont que ça comme visée, mais c'est pas, je pense qu'on n'est vraiment pas dans la loi du genre. Au contraire, il y a des situations de contrainte, il y a des situations aussi où, on l'a dit, enfin, le sujet de transmission est majeur et il n'apporte pas qu'une réflexion sur les fonds, c'est-à-dire qui est capable de reprendre un outil de production, alors si on parle de l'industrie ou un labo, un cabinet vétérinaire. On a eu pendant longtemps aussi le sujet sur les pharmacies. Le sujet est là. Et donc il y a un outil, et de la même façon qu'on ne va pas jeter l'opprobre sur le dirigeant de l'entreprise, il ne faut pas le jeter non plus sur le fonds, en tout cas sur ceux qui sont français, qui semblent avoir a priori des comportements éthiques et des fonctionnements, des stratégies qui ne sont pas de cet ordre-là, de ce qu'on comprend, et qui ont un rôle dans l'économie. Et donc, le but est quand même pas de les clouer au pilori. Et on peut se poser aussi une question du contexte général qui amène à ce que la rentabilité de l'entreprise, les difficultés à trouver des repreneurs soient à ce niveau d'importance, que les points morts à atteindre orientent peut-être davantage sur des situations de fonds à risque. Et donc là, c'est aussi une politique économique plus générale. Vous me voyez venir aussi, on ne sera pas forcément d'accord sur l'optique, mais je pense que ça se situe dans un contexte. Ce n'est pas seulement le jeu entre un méchant fonds et un méchant dirigeant ou que sais-je. Merci. Je vous remercie. Madame la rapporteure, oui, il faut que je cède toutefois. Il faut qu'on avance. Madame la rapporteure, à vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux collègues d'être présents et puis merci à vous d'être venu pour cette audition. Bon, je voudrais revenir sur le sens de notre audition. Voilà, et je vous rassure, notamment Monsieur Chéneau, en fait, on connaît parfaitement, je pense, quand même la différence entre spéculation et prédation. On a eu plusieurs tables rondes d'économistes, on a eu des spécialistes. On aura France Invest la semaine prochaine qui viendra, je pense, défendre lui-même son bilan et son étude, mais là, en l'occurrence, on vous auditionne en tant qu'organisation d'employeurs sur des faits. Voilà. Je dis aussi, je suis prof d'économie pendant 20 ans, donc je pense que ce n'est pas ces éléments-là dont nous avons besoin. Nous avons besoin de faits, comme il a été dit d'ailleurs à propos des prothésistes, etc. C'est ça que nous cherchons. Donc en l'occurrence, je reviens sur le sens de l'audition et l'objet de notre commission d'enquête, c'est d'enquêter sur les opérations qui relèvent de la spéculation prédatrice, parce qu'évidemment, il y a de la spéculation. Toute spéculation n'est pas prédatrice, mais je pense que ça, tout le monde le sait et je l'entends tout à fait.
pourquoi il y a ces opérations de spéculation prédatrice qui existent, donc, et comment la puissance publique peut agir plus efficacement. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Gonor, ça va également interroger, pas seulement les fonds d'investissement eux-mêmes. Il ne s'agit pas de mettre au pilori, je vous rassure, les dirigeants d'entreprise, parce que ça a été dit, souvent, en fait, il y a une proposition de rachat du fonds d'investissement qui est très juteuse. Il peut y avoir aussi des banques qui n'acceptent plus de prêter, donc il n'y a pas le choix. Donc on est parfaitement conscient de tout ça. Là, il est justement de mettre la lumière sur ces fonds. Quels sont ceux qui font de les prédations? Pourquoi? Et comment on peut mieux réguler, puisqu'on est législateur. Donc on a entendu une régulation presque issue d'une initiative privée qui est l'Ordre des vétérinaires. La question, elle est de savoir comment on prend en charge la chose du point de vue général. Et pas seulement parce que l'Ordre des vétérinaires a sonné a tiré la sonnette d'alarme, si je puis dire. Voilà. Et donc, moi, je reviens à ces questions. J'ai d'abord des questions plutôt orientées. D'abord, je fais juste une remarque sur Pierre et Vacances. Le LBO, donc je connais un peu le cas, n'a fonctionné que parce qu'il y a eu un soutien public absolument massif. Qui a permis de sauver par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi être lu comme une privatisation des profits après socialisation des pertes, si je puis me permettre. Donc même dans ce cas de LBO, je ne suis pas sûre qu'on puisse le lire entièrement comme un succès, mais ça, évidemment, c'est une discussion. Donc, moi, je reviens sur les questions, notamment M. Munro, vous parlez de fonds éthiques, de fonds qui pourraient être positifs en termes d'effets. C'est vrai que nous, on s'intéresse surtout à ceux qui font du LBO et ceux qui font du retournement. Bon, je vais les citer, puisqu'on va... Voilà, Mutares, ABO, Apollo, étant EQT, CDR, BC Partners qui vient de reprendre Biogarant, etc. Bon. Donc, qu'est-ce que vous entendez par bon fonds et comment, justement, dans ce cas-là, ça peut être des effets positifs? Vous parlez de fonds qui, par contre, ont eu une activité de prédation sur les prothèses dentaires. Quels fonds? Puisque vous citez des fonds français, chinois, etc. Et surtout, donc vous avez parlé aussi des vétérinaires. Donc, quels sont pour vous les secteurs les plus en danger? J'ai entendu que les professions libérales dans les TPE étaient particulièrement ciblées. Voilà, ça c'est pour peut-être plus spécifiquement les TPE. Et puis, j'ai une question plus générale à vous MEDEF comme U2P, et particulièrement le MEDEF, quels sont pour vous les cas les plus marquants d'entreprises qui, à votre connaissance, ont fait l'objet ces dernières années d'une prédation par des fonds d'investissement? C'est-à-dire, par prédation, nous, dans notre commission d'enquête, on entend des stratégies d'investissement pour capter rapidement, très rapidement de la valeur au détriment de la pérennité des entreprises, de l'emploi et de l'outil productif. Voilà, c'est là les faits, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des faits à votre connaissance qui s'apparente à de la prédation, quoi. Voilà. Oui. Merci. Je pense que vous avez interpellé l'U2P sur la notion de fonds éthique. Un fonds éthique que l'on essaye de définir de plus en plus au travers de l'U2P et via notamment l'UNAPL qui est plus dédié aux professions libérales. C'est évidemment un fonds qui intervient plutôt en private equity, c'est-à-dire en renforcement de capitaux propres, et qui travaille dans la durée. C'est-à-dire que la problématique d'un fonds d'investissement, c'est qu'il travaille dans le court terme. C'est-à-dire qu'il est sur une culbute à 4 ou 5 ans, avec une recherche maximum de retour sur investissement. Un fonds éthique, c'est celui qui se posera sur une durée d'au moins 10 ans et avec une forme de rémunération qui sera beaucoup plus douce, je dirais, pour l'entreprise. Et il y a des fonds déjà qui émergent. On peut voir par exemple le fonds d'amorçage de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens qui amène sur des poches régulières à peu près 200 000 euros par an des prêts
d'installation de jeunes pharmaciens avec des durées longues qui permettent un amorçage, en définitive, de ce point de vue-là. Ça, c'est concret, réel, et c'est des choses qui peuvent se démultiplier dès lors qu'on incite et qu'on donne ces exemples. La semaine prochaine, je rencontre le président de la Caisse d'assurance vieillesse et l'expert comptable pour lui parler exactement de la même chose, et j'ai un certain nombre de rendez-vous comme celui-ci qui peuvent intervenir. Alors, sur les dons des fonds pour les prothésistes, je repasse la parole à Laurent. Et là, vous avez posé une dernière question que j'ai plus en tête. J'ai voulu la noter, puis j'ai mal noté. Madame la rapporteure, je vous prie de m'excuser. Il y avait un troisième thème que vous vouliez qu'on aborde, l'UDP. Les secteurs les plus en danger. Ah oui, les secteurs les plus en danger. Voilà. Alors, les secteurs les plus en danger, très sincèrement, on les a un peu cités tout à l'heure. Moi, je suis issu de la profession d'expert comptable. J'assiste aujourd'hui sur une profession qui est relativement stabilisée, au service de l'assiette de l'impôt d'une manière générale, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des particuliers. Eh bien, aujourd'hui, on assiste à l'arrivée de fonds qui ont comme objectif, en fin de compte, la consolidation ou la verticalisation du secteur. C'est-à-dire que le premier objectif, et là Laurent l'a très bien dit, c'est on regarde l'EBITDA du cabinet cible, il est relativement rentable, on regarde 2-3 cabinets qui sont dans cette forme, et on va les acoquiner, on va les relier, on va les plateformiser de façon à faire un plus gros cabinet, et on est dans une mesure par rapport à l'acte industriel qui est produit. Un bilan, c'est un acte industriel, une tenue comptable, c'est un acte industriel, et donc on va rechercher, en définitive, comment on peut optimiser cette plateformatisation, donc cette rentabilité. Seul problème, c'est que dans 5 ans, quel est le fonds qui va reprendre derrière ? Dans 10 ans, quel est le fonds qui va reprendre derrière ? Et quelle est, en définitive, la destination des datas qui sont traitées par ces cabinets d'expertise comptable ? Grosse question de souveraineté qui intervient, d'autant que vous avez, à côté de ça, des éditeurs de logiciels qui travaillent actuellement sur la facturation électronique, qui sont détenus, pour certains, par des fonds américains. Moi, je ne sais pas comment les datas françaises de facturation électronique seront conservées. J'en ai pas la moindre idée. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, on a des problèmes de réglementation en France très, 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 très puissantes en matière de protection des données qui n'existent pas dès lors qu'on est sous l'emprise du droit américain. Donc, il faut se poser les questions de notre modèle industriel, de notre modèle de gestion d'une manière générale. Il ne s'agit pas de condamner les fonds. Les fonds, on en a besoin pour donner de l'élasticité aux prêts bancaires, en particulier, en renforçant les capitaux propres. Mais il faut comprendre les limites qu'il peut y avoir dans un certain nombre de secteurs. Et les secteurs des professions réglementées sont quand même une assurance aussi de sécurité pour l'État français. Je te laisse les noms des fonds. Alors moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert financier, mais c'est une société qui s'appelle Minlay, qui est une société avec des fonds chinois. C'est Motion Equity Partners, qui est apparemment un fonds qui s'occupe de tout ça. Moi, ce que je voudrais dire, en effet, c'est qu'il n'est pas question d'incriminer ni les fonds, ni les chefs d'entreprise qui vendent. Moi, j'ai des collègues qui ont vendu, sont très, très contents d'avoir vendu. Après, moi, ce qui m'inquiète en tant qu'organisation professionnelle, c'est plutôt l'avenir. Parce que comme on l'a dit, on sait bien que ces fonds, ils cherchent quand même de la rentabilité. Et qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ? Moi, ma profession est en grande souffrance, vous le savez, avec l'importation chinoise. Et si c'est pour racheter des laboratoires français pour finalement tous envoyer toute la production en Chine, ça m'inquiète fortement, forcément, puisque c'est ce qui se passe, puisque c'est le même fonds, Minlay, qui a à la fois le plus gros laboratoire d'importation
au monde, puisque c'est un laboratoire de 3000 salariés en Chine qui sévit aussi bien dans tous les pays d'Europe, que ce soit l'Italie, l'Allemagne ou autre, et la Belgique surtout. Et donc, ils rachètent des laboratoires à grande enjambée. C'est tous les mois 4 laboratoires qui sont rachetés. Donc ça dure depuis quelques années. Aujourd'hui, ça commence à m'inquiéter. Ça fait beaucoup de salariés qui rentrent dans la profession. Et donc, c'est des milliers de salariés qui commencent à être. On est 15 000 salariés dans une profession. Quand ils vont atteindre un niveau critique, je me dis, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'organisation patronale et comment je vais gérer ma convention collective. Donc, c'est du très concret là-dessus. Et puis, que vont devenir les emplois? Parce qu'on voit bien qu'il y a une concentration, il y a des choses qui sont mises en œuvre pour industrialiser tous les process, bien sûr, pour pouvoir derrière faire du gain de productivité et du financement. Et je ne sais pas jusqu'où ça ira. Bien sûr, on pourrait trouver que c'est éthique, parce que quand on met une étiquette carte de France avec tous les labos, et puis Inoris, laboratoire de production française, mais quand on sait que de l'autre côté, ils détiennent aussi le plus gros laboratoire d'importation, je me dis, c'est quoi l'objectif? Bien sûr, ils ne me le diront pas. Et là, c'est là où on peut vraiment parler de prédation sur ces fonds-là, parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est illimité, ils peuvent acheter des laboratoires, ce qui n'est pas possible pour nous, simples prothésistes dentaires. Quand on a créé un laboratoire, souvent mes collègues, il faut voir que c'est des entreprises artisanales. Ils ont créé avec 2 tréteaux, une planche dans le garage de leurs parents, et 20 ans après, c'est un laboratoire qui a 50 salariés et des millions de chiffres d'affaires. Le problème, c'est qu'eux, ils peuvent plus vendre, ils vendront pas à leurs salariés, même si ils aimeraient bien, parce qu'on a essayé de faire des scopes, des choses comme ça, mais c'est difficile chez nous. Donc, la seule solution qu'ils trouvent, c'est des fonds d'investissement qui viennent. Mais j'ai un peu peur de la finalité de l'engagement de ces fonds sur les entreprises. Et comme on est une profession qui est très, très attaquée par l'importation de prothèses, je cherche des solutions aussi là-dessus. Très bien. Je pense je peux vous donner la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, bien sûr, de vous être rendu auprès de nous et de nous éclairer sur ce sujet. Bon, c'est compliqué parce que j'aurais de nombreuses choses à dire, et vous avez entendu la rigueur qui nous est demandée d'observer. D'abord, pour Monsieur Chenot, lorsque je vous écoute, il y a quelque chose qui me surprend, d'autant plus que vous parlez beaucoup d'éthique et que vous manipulez un certain nombre de concepts. N'êtes-vous pas finalement quand même inquiet et préoccupé par l'avenir de la France et ses capacités productives et sa souveraineté, tout simplement? J'ai pas le sentiment, mais peut-être à tort, vous allez nous l'expliquer, que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Nous décrire un certain nombre de phénomènes qu'à vrai dire nous connaissons, particulièrement Madame Trouvé qui vous a rappelé quelles étaient ses compétences, sa formation, etc. Et pour moi, un élément de très très forte inquiétude, vous représentez le patronat d'une manière forte. Bon. Donc être confronté à un patronat dont on a le sentiment qu'il ne se préoccupe pas de l'avenir en réalité, de la capacité de production du pays et de la souveraineté, est quelque chose d'inquiétant. De surcroît, en vous entendant... Pardon ? De surcroît, en vous entendant particulièrement vous, Monsieur Munero, je me dis, mais en fait, est-ce que nous n'aurions pas besoin d'une loi antitrust finalement? Alors peut-être le terme est-il trop simpliste, hein, moi je ne sais pas, hein, pour le coup je ne suis pas économiste, mais je me dis qu'il y a quelque chose dans cette facilité à concentrer une activité et à l'industrialiser, comme vous l'indiquez, qui appellerait peut-être tout simplement à une forme d'interdiction. Alors j'imagine l'Europe, ceci, cela, etc. Mais n'empêche qu'en attendant, cette notion de loi antitrust me... Et vous avez évoqué la place des salariés dans la reprise. Je pense que c'est quand même un vrai sujet, ça. Hein. D'autant plus que bien souvent, il y a une forme de concurrence un peu malhonnête qui se joue
entre des projets de reprise, je pense à la chimie par exemple, et ce qu'on a vécu à Grenoble, où en fait c'est tout à fait inégal, quoi. Il y a une forme de compétition tout à fait inégale entre un groupe chinois qui a beaucoup d'avocats, etc., pour prendre quelque chose d'un peu symbolique, et nos salariés, qui avaient l'aide d'un syndicat bien connu et tout à fait outillé pour apporter cette aide, mais bon, on a bien senti que pour eux c'était difficile, alors qu'au fond, avec le soutien de l'État, du gouvernement, c'était tout à fait viable, ce projet de reprise. Bon, voilà, je suis désolée, j'ai balayé peut-être 10 000 trucs en mai, tu nous as dit, voilà. J'ai essayé de suivre tes consignes. Merci. Qui veut répondre? Oui, Madame la députée, merci pour votre question, parce que la première partie de votre question démontre que je ne me suis pas exprimé suffisamment clairement. La souveraineté est un sujet qui nous importe, mais à titre personnel, quand on parle d'éthique, on a beaucoup d'éthique individuelle au-delà de l'éthique d'entreprise, même si je peux vous renvoyer avec beaucoup d'humilité un bouquin que j'ai écrit en 2016 qui s'appelait « Le patriotisme économique européen ». Et qui prône justement cette souveraineté en essayant de décrire les moyens que l'on peut avoir à disposition et les moyens qui n'existent pas encore pour justement avoir cette souveraineté européenne. Un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, quand j'ai parlé d'éthique, et je suis ravi que vous en reparliez, c'est pour le mettre un peu en miroir avec ce que disait Madame la rapporteure sur le caractère législatif de cette Assemblée, ce qu'elle est sans nul doute. Et donc, mon propos en parlant d'éthique, c'est que, je l'ai dit très brièvement tout à l'heure, l'éthique commence quand la réglementation s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'individu, hein, pour reprendre Lévinas, on se voit dans le fond des yeux de celui qui est en face de soi. Bon, et donc moi mon propos, il est beaucoup de réfléchir à l'idée de charte de comportement. Et que ces chartes de comportement, ces chartes de bonne conduite soient validées par le plus grand nombre. Et validées par le plus grand nombre, c'est que si elles ne sont pas mises en œuvre, alors il faut que quelqu'un identifie le fait qu'elles n'ont pas été mises en œuvre. Et quand on parle de charte de comportement, c'est une charte de comportement avec toutes les parties prenantes. Et donc, essayer d'imaginer que l'on peut avoir une souveraineté des individus, une souveraineté des forces productives, pour prendre un propos assez large, des parties prenantes productives, pour prendre un propos très très large, si c'est l'imaginer en mettant une partie de ces forces productives de côté, c'est absurde, c'est totalement absurde. Alors, il est probable, voire avéré assez souvent, que des fonds travaillent uniquement avec le management. Voilà. Et que les salariés ne sont pas forcément complètement informés de la finalité des investisseurs. Certains investisseurs vont vous dire on va être là pendant 7 ou 8 ans, alors qu'en fait ils ont à l'esprit d'être là pendant 2 ou 3 ans. Donc là, on parle techniquement les indicateurs clés de performance. Indicateur clé de performance, c'est pas forcément un élément qui relève uniquement des comités exécutifs ou des comités de direction. C'est quelque chose que tous les salariés peuvent comprendre. Et ce n'est pas simplement fabriquer tant de pièces de plus par heure. Ça va bien au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et donc, dans ces reprises, beaucoup de fonds ne prennent pas ça en considération. Donc il est dans beaucoup de cas, les salariés ne sont pas suffisamment associés à ce type de choses. Les fonds donnent des conseils au management, donnent des conseils au conseil d'administration, ne sont pas forcément dans les organes de conciliation patronat salarié, et pourraient essayer aussi de participer à ce genre de choses. C'est un élément, mais là aussi, plus dans une logique de charte et de code de bonne conduite que d'éléments législatifs. Encore une fois, comme il y a des spécificités, la loi par construction, c'est ça la difficulté, mais il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus bien avant moi, beaucoup plus compétents. La loi a un caractère évidemment général, et donc si elle est beaucoup trop détaillée, il y a forcément des choses qui continueront d'échapper, mais ça va bloquer un certain nombre d'éléments. Et donc le contour de la bonne application de la loi, c'est pareil, hein, c'est un élément, mais des valeurs ou de principes comportementaux est au moins aussi importante. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
c'est pas un mouvement à l'égard d'une entreprise afin de l'accompagner. Non, 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 c'est essayer d'en tirer un maximum. Chers collègues, vous avez pris la parole sans micro, surtout. J'ai pas... Pour terminer sur ce point, peut-être. Oui, quand je dis que les fonds donnent des conseils, ils donnent des conseils dans leur implication dans la gestion. Et donc, quand je dis qu'ils les donnent, vous avez raison, c'est pas du pro bono, mais ils ne sont pas là à vendre du conseil en plus de la participation. La rémunération, leurs conseils sont rémunérés par la création de valeur. Je veux dire ça parce que il ne faut pas confondre des conseils qui sont des conseils qu'ils vendent et puis après ils s'en vont et peu importe le destin de l'entreprise, avec un conseil de gestion, un conseil de stratégie, un conseil d'expérience que peuvent avoir les fonds eux-mêmes. Et ce qui n'empêche pas les fonds de parfois travailler avec des conseils et des conseils. Hein. Et là, il peut y avoir un sujet, mais il faut bien différencier les deux. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame ? Monsieur le Président ? Madame la rapporteure, vous souhaitiez rebondir. Oui, merci. En fait, je vais reposer ma question, notamment pour les représentants du MEDEF. Je pense que ma collègue, soit dit en passant, je fais une parenthèse, ma collègue parlait de frais de conseil exorbitants qui ont été longuement décrits de la part de Mutares ou d'un certain nombre de fonds d'investissement, des frais qui se comptent en dizaines de millions d'euros et qui ont grandement mis en difficulté les entreprises comme la paire. Voilà. Et que c'est une des techniques utilisées aujourd'hui par ces fonds d'investissement pour se rémunérer ou rémunérer parfois des conseils avec lesquels ils sont extrêmement liés. Voilà, et qui, à mon avis, sont différents de ce que vous décrivez. Là, on parle d'autre chose. Voilà. Bon, je reviens, moi, sur ma question, puisque, bon, je pense qu'on a eu des réponses de la part de l'UDP, mais j'aimerais en avoir de la part du MEDEF. Quels sont les cas les plus marquants d'entreprises qui, à votre connaissance, ont fait l'objet ces dernières années d'une prédation par des fonds d'investissement ? Il est très possible qu'il y en ait. Je suis dans la possibilité de vous donner un nom. Aujourd'hui, mais le cas échéant, on pourra vous en fournir un peu plus tard. Un point que l'on peut suivre concerne plutôt les secteurs. Donc, dans le commerce de détail, il peut y avoir quelques risques en matière de service à la personne. On voit bien qu'il y a eu des financements par des fonds, des LBO qui étaient relativement tendus. Et dans les services à la personne, il y a des fonds publics qui sont là. Et puis, il y a alors, les malades, les patients, vous les appelez comme vous voulez, l'argent qui est payé sur des dettes un peu tendues, c'est l'argent qui ne va pas à la prestation des soignés, si je puis dire. Donc, on peut avoir un point. En termes de santé animale, et de santé humaine, c'était évoqué tout à l'heure, pas la santé animale, mais dans la santé humaine, c'était évoqué tout à l'heure. Dans l'industrie lourde, c'est évidemment aussi un sujet. Et dans l'immobilier et dans les infrastructures, ça c'est un point. On a vu beaucoup de fonds qui ont racheté à des prix pas très très chers. Mais les évaluations sont vraiment compliquées. Hein. Souvent c'est compliqué. Donc il faudra avoir un moyen de les objectiver. Mais André-Paul Buon, en matière de modalités d'évaluation et de méthodologie, il est beaucoup plus compétent que moi. Je ne veux pas repasser un ballon, mais je laisse à César. Il appartiendrait à Jules, mais on ne va peut-être pas disserter sur les évaluations devant la commission d'enquête, au cas où on reste à disposition. Madame la rapporteure. Donc, je note que le MEDEF, en tout cas en audition, les représentants du MEDEF n'ont pas en tête de nom d'entreprise qui auraient pu faire l'objet d'une prédation par des fonds d'investissement, mais je serais ravie que vous puissiez répondre à ces questions, du coup, dans le questionnaire. Peut-être vous voulez préciser. Oui. Peut-être juste une précision de la difficulté, c'est qu'aussi, encore une fois, on n'est pas dans les opérations. Or, on voit bien que beaucoup de l'appréciation qu'on peut porter relève d'éléments. Alors, il y a des éléments dans la presse, tout le monde a et peut avoir son opinion sur les sujets, mais on est quand même dans une information qui est très synthétique, qui peut être caricaturale, et on n'a pas tous les ressorts de ces opérations. Donc, qualifier un fonds de prédateur au sens où on l'entend aujourd'hui est
extrêmement difficile parce qu'un même fonds qui peut avoir un comportement que, a priori, en tant que citoyen, on va juger très négativement et de façon extrêmement critique, le même fonds dans une autre intervention se passe pas l'histoire n'est pas la même. Là où ça s'est mal passé, on peut regarder et se dire mais qu'est-ce qui se serait passé sans lui? Quelle était la réalité économique, la capacité à reprendre, à relancer? Il y a beaucoup de paramètres qui sont difficiles pour porter une appréciation qui serait extrêmement définitive sur la question. Alors ça n'empêche pas d'avoir cette réflexion, on l'aura pour vous répondre, mais il est difficile quand on n'est pas dans les dossiers d'avoir quelque chose de très final. Madame la rapporteure. Je repose. Donc je reprends ma première question. Du coup, je vais la poser autrement. À votre avis, est-ce que les entreprises Lapper, Vivart, Novasco, Chemone ou Erasteel font l'objet, selon vous, d'une prédation ou pas? Ça, c'est une question comme ça, c'est précis. Pour prendre 5 cas, soit en cours de faillite, ou en tout cas de très grosses difficultés, soit déjà en faillite, après LBO ou fonds de retournement. Concernant Vivarté, que j'ai suivi un tout petit peu en son temps, les autres, pour la même raison, je ne me prononcerai pas. Concernant Vivarté est dans un secteur qui est totalement sinistré, avec un mode de fonctionnement, avec des changements de management qui ont été relativement fréquents, avec des fonds qui ont été réinvestis, avec une visibilité qui était relativement moyenne. Donc on ne peut pas dire que VRT était une réussite, mais l'expérience, malheureusement pour beaucoup de salariés, parce que les capitalistes qui étaient dedans pouvaient l'imaginer tout seuls, mais pour beaucoup de salariés, l'expérience a montré pour eux comme pour d'autres dans l'habillement, ça s'est mal passé, ça se termine en procédure collective. Qu'il y ait eu des problèmes de management, c'est assez difficile à dire. Disons que avoir mal anticipé la participation d'intervenants étrangers est peut-être une erreur stratégique, et il aurait probablement peut-être fallu changer le fusil d'épaule. Une partie de l'argent qui a été utilisé pour continuer d'avancer en octant un peu aurait pu être utilisé pour valoriser des investissements de distribution plus efficaces que ce qui a été mis en place. Madame la rapporteure. Et pour les cas de Lapper et Novasco? Le cas de Lapper, je ne le connais pas bien. Saint-Gobain a décidé d'en sortir pour des raisons de stratégie. Il a fallu trouver quelqu'un pour pouvoir le prendre, parce que le fruit de la cession pour Saint-Gobain pouvait être utilisé avec un rendement qui était supérieur au rendement qu'avait Lapper. Donc, stratégie de Saint-Gobain, je n'ai pas de jugement là-dessus. La façon dont le prix qui a été pratiqué, les actionnaires de Saint-Gobain ont dû se prononcer là-dessus, et surtout le conseil d'administration en premier lieu. En ce qui concerne Novasco, je n'en connais de Novasco que ce que j'ai dans les journaux. Bon, donc, comme on dit, il faut toujours un peu se méfier de ce qu'on lit dans les journaux. On le sait tous. Par construction, quelque chose qui doit se faire en une demi-page ne peut pas reprendre de façon assez complète ce qui se fait en 100 pages. Au demeurant, quand il y a un engagement d'un actionnaire de mise de fonds propres, avec quelques obligations de résultat, avec de l'argent qui provient de la puissance publique, et la puissance publique met cet argent dans ces sociétés parce que l'investisseur privé se donne des objectifs et se dit qu'il va se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, et à partir du moment où il pense qu'il ne va pas les obtenir, il ne met plus les moyens en place, les moyens complémentaires en place, il y a une interrogation. Évidemment, il y a une interrogation. Maintenant, est-ce que c'était des prédations? Est-ce que c'était une mauvaise appréciation de la façon dont la société pouvait être prise? Ça m'est assez difficile de vous répondre. C'est bon. Est-ce que notre collègue, Madame Martin? Oui, merci pour prolonger là, les interrogations. Connaissez-vous la situation d'une entreprise Teamtex qui était donc dans le Nord-Isère et qui était en parfaite santé, puisque c'était le fleuron européen, avec les brevets les plus pointus, et donc qui fabriquait des sièges auto pour petits-enfants. Bon.
Et pour autant, quand Mutares est arrivé, ils ont vidé cette entreprise de toute sa substance par des logiques de facturation incroyables d'un certain nombre de services et allant en bout de course jusqu'à vendre, retirer, en tout cas pour vendre les machines. Donc on voit bien là que d'emblée, la logique n'est pas de soutenir une production pourtant nécessaire en France et en Europe. Et derrière cela, il y a autre chose qui se joue. Le fait pour les premiers propriétaires, en l'occurrence, de ne pas assumer un arrêt d'activité, de passer par ce dispositif de fonds prédateurs pour qu'ensuite ce soit la collectivité qui assume un plan de licenciement au travers des AGS. Là aussi, il y a un sujet quand même. Cet argent est un patrimoine commun. Et il n'y a pas de raison qu'à la fin de l'histoire, d'une certaine manière, il soit détourné. Parce qu'il y a ça aussi comme enjeu au travers des fonds prédateurs. Bref, est-ce que vous connaissez cette situation de cette petite entreprise qui s'appelle Teamtex et de Mutares ? Non, je ne connais pas ces situations. En revanche, sur certains éléments du dossier que vous donnez, et vous connaissez le dossier mieux que moi, quand il s'agit de surfacturation entre différentes sociétés d'un groupe, il y a des éléments fiscaux qui jouent, il y a des éléments juridiques qui jouent. Et donc la surfacturation, c'est quelque chose qui est interdit. Et quand une surfacturation est pratiquée de façon beaucoup trop extensive, le commissaire aux comptes a la responsabilité d'aller voir le procureur. Donc la réglementation, la loi existe pour ça. Si le procureur n'a pas été saisi, c'est que le commissaire aux comptes a dû juger que ça n'était pas le cas. Alors, avait-il raison ou avait-il tort ? Encore une fois, j'en sais rien puisque je ne connais pas le dossier. Mais il y a des règles qui existent là-dessus. Ensuite, pour quelle raison il a transféré l'activité de cet endroit dans un autre, je l'ignore. On a certains quand il y a un produit qui est un produit particulièrement pointu, mais produit par une entité qui est une entité de petite taille et qu'il y a à côté une entité de plus grande taille qui peut faire des coûts, qui est à des coûts de fonctionnement qui sont inférieurs et qui peut reprendre un produit qui est très performant, on assiste à ce type de transfert. Si on le fait, il y a un élément capitalistique évidemment là-dessus. Après, il faut que le prix de rachat du brevet en l'espèce ou du savoir-faire intègre une dette sociale et que cette dette sociale puisse être payée lors du rachat de la société par le fonds. Et ça, c'est une conviction qui est très forte. Alors, ça ne répondra jamais totalement à la question que vous soulevez. Et encore une fois, je ne connais pas le dossier, donc il y a certainement beaucoup de pages dedans et beaucoup de justifications. Mais ma première réaction, en entendant les éléments que vous rapportez, ce sont ceux que je viens de vous dire. Merci. Madame la rapporteure, vous souhaitez rebondir ? Il me reste 2 questions. Alors, la première, ce qui nous a été décrit dans plusieurs auditions, c'est que les fonds d'investissement qui pratiquent de la prédation, donc ces fonds d'investissement, on a cité un exemple Mutares, il y en a d'autres, deviennent créanciers, voire rentrent dans le capital. C'est le cas d'un certain nombre, et en transformant la créance en capital, ou rentrent directement dans le capital, comme c'est le cas de Mutares. Bien, ces fonds mettent en faillite, c'est le cas de Mutares, un certain nombre d'entreprises. Mutares a déjà une dizaine d'entreprises à son tableau de chasse, si je puis dire. Donc ils les mettent en faillite en ayant extrait le maximum de valeur pour le fonds d'investissement et les investisseurs qui sont derrière, par exemple des fonds de pension. Donc, en gros, ils ont, pour faire ça, diminué très fortement tout investissement productif dans la boîte. Donc, la boîte ne peut plus fonctionner, ne peut plus tourner. Elle finit en faillite. Et ce qui nous a été décrit, c'est que une fois que c'est en liquidation judiciaire, en fait, qui vient payer les indemnités pour les salariés, qui vient en pompier, ce sont les AGS, c'est-à-dire vos cotisations patronales, n'est-ce pas ? Donc là, je vous fais réagir. Est-ce que vous pensez que c'est normal, en fait, que des fonds d'investissement se soient énormément enrichis grâce à une entreprise qu'ils ont captée et mise en faillite, et qu'à la fin, ceux qui payent, en réalité, ce sont vos cotisations patronales à travers les AGS. Voilà.
Monsieur Chénaud. Merci. Oui, il y a clairement, vous posez une question évidemment très, très pertinente. Les AGS ont une vocation, et c'est dans les textes, à se présenter comme créanciers. Et donc, l'argent qui est versé aux salariés qui doivent quitter l'entreprise, c'est de l'argent qui a vocation à être récupéré en tant que créancier. Donc, quel est le degré d'éligibilité de ce créancier ? Les salaires, c'est plus le sujet à ce moment-là. Donc, il y a les dettes sociales, il y a les dettes fiscales. C'est d'abord les dettes fiscales, les dettes sociales. Les AGS passent après. Alors, entre dettes sociales et AGS, le niveau d'éligibilité est différent. Moi, j'ai toujours un questionnement et j'ai accompagné 2-3 clients dans ces situations-là. J'ai toujours eu ce type de questionnement. Et les AGS doivent rester créancières. Donc, dans la liquidation, les juges consulaires, est-ce qu'ils vont essayer de privilégier un désintéressement des créanciers type AGS et dans quelles conditions? C'est un élément de réflexion. Mais là, les AGS fonctionnent très bien parce que les mises en œuvre sont généralement sous une quinzaine de jours pour les paiements de salaire, ce qui est quand même évidemment très utile, et c'est la DSIM qui fonctionne le mieux en Europe. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est que ça reste de l'argent public, de l'argent public, oui, et de l'argent des cotisations sociales, donc c'est un vrai sujet, et qui ne peut pas être donné comme ça, j'allais dire à volo. Non, c'est pas vraiment à volo, mais je veux dire, ça doit être plus vu et interprété comme ça par les observateurs, comme des prêts plutôt que comme une indemnisation. Une indemnisation, on donne de l'argent, puis c'est fini, on l'oublie. Là, ça doit être plutôt vu comme forme de prêt. Et puis, celui qui après doit mettre la société, doit aller d'abord une société collective avant de passer par une liquidation, doit voir comment on peut rembourser ce prêt des AGS. Est-ce que je répondais à votre question ? Je pense pas, non, parce que je repose ma question. Trouvez-vous justifié que, alors qu'un fonds d'investissement est extrait fortement de la valeur pour rémunérer ses investisseurs, mette en faillite une entreprise et que cette entreprise, que du fait de la faillite de ces entreprises, ce soit les AGS, donc vos cotisations patronales, qui alimentent en fait les effets de cette mise en faillite. C'est-à-dire, en gros, les profits ont été vers les fonds d'investissement, les pertes, c'est pour les cotisations patronales et les AGS, pour être clair. Est-ce que ça, vous trouvez ça justifié ? Ma réponse disant qu'il fallait considérer les AGS comme un créancier et pas comme un robinet d'indemnisation me semblait être un élément de réponse à votre question, Madame la rapporteure. Mais je comprends que de votre nouvelle, comme vous reposez la question, je comprends que vous considérez que c'est pas de réponse satisfaisante. Comment ? Non, justement, c'est pour ça que je vous dis, je trouve le fait que l'AGS soit en position de créancier, c'est qu'en tant que position de créancier, il est normal que l'AGS fasse valoir ses droits pour se faire rembourser, pour être plus clair. Je vous remercie. Bon, je pense que... Ah, pardon, Non, je voulais juste ajouter, par rapport au rôle des AGS, qu'il y a un point important, c'est que, je sais que c'est pas facile dans la procédure lorsqu'il y a des difficultés, mais c'est de sensibiliser au fait que l'AGS puisse être désigné en tant que contrôleur de la procédure. C'est-à-dire que, véritablement, il soit acteur, en définitive, du contrôle de la procédure. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais ça existe. D'une part, et puis je sais qu'il y a un projet de loi qui existe aujourd'hui sur la fraude, le régime de fraude sociale en particulier et fiscale, et il y a un biais qui a été introduit par le Sénat qui prévoirait de consacrer expressément la mission de lutte contre la fraude du régime de garantie des salaires, donc ce qui viendrait un délit en définitive. Donc ça peut répondre pour partie à votre question dans le temps. Après, évidemment, rien ne justifie qu'un dirigeant, de façon sciemment, mette en faillite une entreprise. C'est clair, c'est moral.
je dirais, dans la société que nous connaissons. Non, mais, absolument, ça, c'est entièrement partagé. C'est l'article 10 bis, il me semble, dans le texte. Merci, Madame la rapporteure. Vous avez d'autres réflexions ou questions? Une toute dernière question, si on a Allons-y, quelques on a minutes. très peu de temps. Mais... Toute dernière question, mais qui peut aller très vite. Est-ce que vous avez des relations avec les responsables ou les dirigeants de fonds d'investissement en tant qu'organisation d'employeurs? Est-ce que vous avez des discussions avec eux? Enfin voilà, est-ce qu'il y a tout type de contact ou de relation entre fonds d'investissement et organisations patronales? Merci. Alors, je dirais oui, dans le cadre de la position de création de fonds éthiques, de façon à faire comprendre quelle position, en définitive, en tant que représentant de très petites entreprises, et je pense particulièrement aux Révolution libérale avec l'UNAPL, où nous essayons, avec tel ou tel qui veut bien nous écouter déjà, de travailler justement sur ces problèmes de durée, ces problèmes de respect du management et des conditions d'exercice professionnel en particulier. Ça chemine. Donc, je crois qu'il faut garder de l'opiniâtreté et faire que le monde financier, comme il a basculé pour un certain nombre de choses sur l'aspect vert des investissements, l'aspect éthique peut devenir peut-être aussi un élément de modernité pour les fonds dans le temps. Donc voilà ce que je peux dire. Pour ce qui est du MEDEF, on vous le disait en introduction, nous avons 2 adhérents qui représentent des fonds. On a France Invest et on a aussi l'AFG, l'Association française de gestion. Pour l'essentiel, à ma connaissance, il n'y a pas de relation directe avec les fonds. Encore une fois, on n'intervient pas sur les dossiers, donc on n'a pas ça. Il peut y avoir des relations de travaux, d'échanges pour essayer de comprendre les mécaniques. Mais vous les recevrez, donc c'est la question qu'il faut leur poser. Mais dans les fonds que vous avez cités, dans les cas, encore une fois, alors je maîtrise moins que Dominique chacun, mais il me semble qu'on fait vite face à des fonds qui sont étrangers. Or, les adhérents que nous avons représentent des fonds français, donc on est sur un champ un peu plus restreint. Ce qui n'empêche pas d'avoir des questions à se poser sur les comportements de tel ou tel, mais ça, vous le verrez avec eux. Donc voilà la réponse. Je peux vous renvoyer un article des Échos de ce matin. Le private equity s'adapte et se transforme, où France Invest indique que parmi ses membres, 80% ont formalisé une politique ESG et 93% disent pratiquer l'exclusion sectorielle, qui consiste à éliminer du portefeuille des participations qui sont incompatibles avec des critères éthiques, environnementaux ou sociaux. Vous l'avez, voilà. Donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Et c'est la fameuse article 8 du règlement SFDR. Et sur cet article 8 qui est en cours de réforme, il serait important que le législateur se réfléchisse justement à cette évolution et y participe. Si d'aventure ce n'était pas le cas, mais je pense que vous avez déjà un œil dessus. Bien, je vous remercie. Je crois que nous sommes arrivés au terme de ces échanges, et je trouve intéressants et riches. Merci pour vos contributions. Tout cela peut être complété. On vous a invité déjà à nous adresser par écrit donc des réponses, puisqu'il y a eu vous avez eu des échanges avec notre secrétariat. Et puis
Donc si vous n'hésitez pas à nous adresser d'autres documents que vous pourriez juger utiles pour les travaux de notre commission d'enquête, sachant que vous avez eu un questionnaire qui nous a servi pour la préparation de cette audition. Voilà, je dois suspendre maintenant nos travaux, quelques minutes, et je vous remercie encore.